Merci de nous rejoindre pour le 20h de Tweet TV. Voici les titres de ce jeudi 27 mai. Conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2021 du ministère de la Défense nationale. Une relecture du statut des agents des forces armées nationales a été faite avec la prise en compte de nouvelles références. L'association des élèves et scolaires de Ouagadougou se désengage de toute responsabilité quant aux conséquences des récentes manifestations. Elle exige de l'État burkinabé le respect de sa plateforme dont vous découvrirez les points dans un instant. Mais en attendant, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a tenu son premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2021. Ce jeudi 27 mai, à l'ordre du jour, la présentation et la validation du projet de statut général des personnels des forces armées nationales et l'examen du bilan des activités du comité ministériel de lutte contre le sida. Maxime Jean-Eudes de Bambara pour le compte-rendu. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants engagés pour une meilleure gestion des carrières, mais aussi pour la protection des forces armées nationales. Le département du Chérif Si a inscrit à l'ordre du jour de son premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2021 la présentation et la validation du projet de statut général des personnels des forces armées nationales. Statut dont la relecture permettra de reconsidérer certains aspects de la vie des forces armées nationales et prendre en compte les changements imposés par le terrorisme. Nous n'étions pas en conflit. Aujourd'hui, nous avons des blessés. Il faut bien les prendre en charge, ce qui est normal, ce qui se fait de façon normale, sans problème. Mais quand ils sont invalidés, il faut que l'on puisse, non seulement, après les avoir soignés, il faut les réinsérer dans le processus du travail. Donc, chose que nous faisons, mais en réalité, comme beaucoup d'autres, sans avoir de textes de base qui nous permettent de le faire. Aujourd'hui, nous avons des camarades, nous avons des frères, des sœurs qui tombent au champ d'honneur. Nous prenons en charge leurs ayants droit. Et tout cela, il faut que nous l'insérions dans ce statut. En plus de la prise en compte des disparus et de l'amélioration de la prise en charge des blessés, il est également question, à travers la relecture de ce statut, de conformer à la loi certaines décisions de l'autorité militaire prises à l'encontre des membres des forces armées nationales et pour lesquelles le juge administratif demande leur annulation. La société évolue, les forces armées évoluent. Il y a des questions de discipline à prendre en compte. Il y a des aspects judiciaires qui ne sont pas celles de l'année 90, etc., qu'il faut prendre. Bref, il faut qu'aujourd'hui, la légitimité des actes posés par les forces armées nationales soit en conformité avec la légalité. Donc c'est à cet exercice que nous allons nous atteler et après nous le soumettrons à notre chef, qui est le chef suprême des armées et qui décidera de la suite à y donner s'il faut poursuivre la démarche jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. À cette rencontre, le bilan des activités du comité ministériel de lutte contre le sida sera également présenté aux participants. La pandémie du sida demeure un problème de santé publique et l'examen du bilan des activités de ce comité permettra, selon le ministre en charge de la Défense nationale, d'apprécier les résultats engrangés et de dégager des perspectives pour atteindre l'objectif de zéro contamination au sein des troupes.
L'Association des élèves et scolaires de Ouagadougou AESO exige la libération de ses camarades détenus à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou ainsi que la prise en charge de ceux blessés. Elle appelle davantage à la mobilisation contre les réformes du système éducatif annoncées par le gouvernement. Par ailleurs, l'AESO ne se reconnaît pas dans les conséquences des différentes violentes manifestations. En ce début d'après-midi, elle a animé un point de presse à Ouagadougou. Fatimata Ninkiema. Après l'annonce lors du Conseil des ministres du 24 mai de la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré jusqu'à nouvel ordre, l'association des élèves et scolaires de Ouagadougou AESO monte au créneau. Selon les membres de cette structure, c'est une mesure de trop qui vient s'ajouter aux 2 décès, aux nombreux blessés et à l'arrestation de plusieurs élèves. Au regard de ce qui précède, nous n'avons d'autre choix que de nous mobiliser davantage et de façon organisée pour apporter une réponse crédible à la hauteur de cette forfaiture que le pouvoir MPP et alliés tentent de nous imposer. L'AESO appelle les élèves de la ville de Ouagadougou et environnants et les autres régions de faire preuve de courage, de sacrifice et à se mobiliser davantage au sein de leurs organisations pour refuser ces réformes anti-élèves, quelles que soient leurs années d'application. En plus du maintien de la lutte contre ces réformes du système éducatif, Madi Ouedraogo et ses camarades exigent du gouvernement le respect de leurs plateformes revendicatives. L'AESO exige l'annulation pure et simple du décret portant sur les réformes de l'examen du baccalauréat, le maintien des 2 sujets au choix en histoire, géographie et en SVT, la libération immédiate et sans condition de tous les élèves détenus à la MACO et dans les autres lieux de détention. La prise en charge complète des blessés par le gouvernement. L'arrêt immédiat de la répression sous toutes ses formes sur les élèves en lutte. L'arrêt immédiat des poursuites policières et des arrestations. La réouverture immédiate du lycée Philippe Zenda Kaboré. Le respect des franchises scolaires. Quant à la question des dégâts enregistrés au sein du lycée Philippe Zenda Kaboré, l'AESO dit ne pas reconnaître les faits. Selon elle, c'est une des conséquences de la répression des forces de l'ordre. Et nous aussi, on a constaté les dégâts, comme vous l'avez constaté. Et on ne peut pas, à notre niveau, dire quelque chose de grand, parce que nous aussi, on l'a constaté ainsi. Et je pense, mais aussi à ce niveau, que d'après nos informations, les élèves même ont contribué, malgré la répression, ont contribué à sécuriser le bâtiment. Et les matériaux, ils ont même récupéré certains, en tout cas, et remettre aux gardiens, et ils peuvent en témoigner. Il a été également question lors de cette conférence de presse de la légalité de l'AESO. Et sur le sujet, les premiers responsables de la structure syndicale sont restés dubitatifs. Ils expliquent que leur structure avait un récépissé à sa création en 1979, mais n'en dispose plus à l'heure actuelle à cause, toujours selon eux, de certaines difficultés rencontrées au niveau du comité exécutif. Les acteurs du domaine de l'éducation et de la formation étaient réunis ce jeudi 27 mai à l'occasion d'un atelier de validation de l'étude prospective sur l'éducation et la formation. Les participants à cette rencontre ont travaillé afin de proposer des actions en vue d'anticiper l'avenir, de guider les opérations présentes et de réaliser les ambitions de développement des 10 secteurs. Mamidriana Kamabou et Abaka Mahamat. L'étude prospective sur l'éducation et la formation a été lancée en 2017. Elle a pour objectif principal de servir de ligne directrice afin de construire des bases solides sur lesquelles reposera le système éducatif du Burkina Faso durant les 30 prochaines années. Les participants à cet atelier ont donné leur point de vue et apporté des amendements sur les conclusions de cette étude. C'est une base sur laquelle toutes les réformes en fait doivent s'appuyer. Et donc c'est dans ce sens aussi, c'est pour dire qu'on ne doit pas fonctionner, c'est pas un pilotage à vue, on sait où on veut partir et quelles sont les réformes qu'il faut faire pour arriver à ce type de citoyen qui est projeté dans ces études-là. Et dans ça, je pense que on l'a dit, hein, ces études ont été menées de façon participative, et en tout cas inclusive, et qui prennent en compte véritablement tous les acteurs et les utilisateurs, et vraiment avec des spécialistes, comme on dit, sur les projections futures pour le Burkina. La validation de cette étude n'est que le début d'un long processus devant aboutir au plan d'action opérationnel
À en croire Jean-Philippe Dakouré, secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Les orientations qui seront définies dans notre étude prospective, en tout cas, va servir au ministère en charge de la formation professionnelle, en tout cas à élaborer une stratégie pour pouvoir en tout cas mettre en œuvre et en tout cas aboutir aux résultats escomptés, en tout cas pour la réalisation de la vision. Et selon le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, ce rapport vient pallier les maux qui minent le système éducatif burkinabé. Ce document donc va servir donc à écrire donc d'autres politiques et la vision donc de ce pays par rapport à l'éducation et à la formation. Donc nous attendons que les différentes stratégies, comme on appelle la vision, les différentes stratégies qui ont été proposées et les actions futures qui sont proposées soient amendées et consolidées par les acteurs qui sont là aujourd'hui. Notons que l'étude prospective sur l'éducation et la formation a été menée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le ministère de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, avec l'appui technique du ministère des Finances. Et il a fallu 4 ans pour mener à bien cette étude. 3 nouveaux membres du Conseil d'orientation de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ont prêté serment hier devant les grands juges. Ils remplacent ainsi 3 autres en fin de mission. Ce sont Idrissa Sawadogo, représentant de l'Ordre des experts comptables, Christophe Compaoré, représentant des OSC de lutte contre la corruption, et Marie-Béatrice Tassambedo, représentante de la cellule nationale de traitement des informations financières. Michael Tougri. Ils sont au nombre de 3 et tour à tour, ils ont prêté serment devant les membres du Conseil constitutionnel. Par cet acte de prestation de serment, ils sont désormais membres du Conseil d'orientation de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASE-LC. Les responsabilités que je dois assumer, et comme le texte de serment le dit, devant le peuple burkinabé. Cela est pour moi en tout cas un signal fort qui montre qu'il y a de fortes attentes sur la mission qui m'a été confiée et je tâche de prendre, de faire en sorte de pouvoir mériter la confiance qui a été placée en moi. Selon Luc Marius Ibriga, les membres du Conseil d'orientation pour mission d'assister et de conseiller le contrôleur général d'État. Ils définissent les grandes orientations de l'ASE-LC et désignent le contrôleur général d'État. Pour le premier conseil d'orientation, il y a une désignation qui est faite de personnes qui ont 2 ans, 4 ans et 6 ans. Donc, au terme des 2 premières années, puisque le premier conseil d'orientation a été installé en fin 2018, donc les 3 membres sortants du conseil d'orientation devaient être remplacés. C'est dans ce sens qu'il y a eu le remplacement. Ces personnes ont été désignées par leur structure. Il y a un qui a été désigné par des structures des OSC de lutte contre la corruption, c'est M. Compaoré. Il y a une qui représente la CENTIF, c'est Mme Tassambedo. Et il y a un qui représente l'Ordre des experts comptables, c'est M. Sawadogo. Et donc, ces personnes vont venir s'ajouter aux 6 autres membres pour former le conseil d'orientation. On pourrait dire que le conseil d'orientation de l'ASE-LC, c'est le conseil d'administration de l'ASE-LC. Faut-il le rappeler, le Conseil d'orientation de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASE-LC, est composé de 9 membres. 3 membres du secteur privé, 3 du secteur public et les 3 autres membres sont issus de la société civile.
Le directeur pays de l'Organisation internationale du travail au Burkina Faso a rencontré les acteurs de l'économie informelle le 25 mai dernier à Ouagadougou. Il a été question pour Frédéric Lapierre de venir s'enquérir des difficultés du secteur informel et de décliner différentes stratégies qui seront mises en œuvre afin de lever les difficultés et passer ainsi à l'économie formelle. Michael Tougri. Cette rencontre entre Frédéric Lapierre et les acteurs de l'économie informelle s'inscrit dans le cadre de la formalisation de l'économie informelle vers le formel. Et avec le directeur pays de l'OIT, il a été question de cette stratégie de formalisation sur les méthodes afin d'améliorer le monde du travail des acteurs de l'économie informelle. La plus grande partie des travailleurs au Burkina est dans l'économie informelle et font face à d'énormes difficultés. Et donc il est essentiel que l'on puisse apporter des réponses à leurs priorités, notamment dans le contexte actuel où il y a des énormes attentes de la population et notamment des jeunes qui n'ont d'autres options que de converger vers l'économie informelle puisqu'ils n'ont pas de place et d'emploi dans l'économie formelle. Et donc dans ce cadre-là, des priorités sont vraiment importantes. La première, c'est la question de l'organisation des acteurs de l'économie informelle, et notamment le président du Conseil national de l'économie informelle joue un rôle fondamental dans la structuration de ces acteurs, avec l'appui aussi des organisations de travailleurs et d'employeurs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est vraiment la question de la protection sociale. Il est essentiel d'étendre la couverture de protection sociale, et notamment l'assurance maladie, aux acteurs de l'économie informelle. Du côté des acteurs de l'économie informelle du Burkina Faso, ils se disent honorés de cette visite. Pour ces derniers, il faut une meilleure structuration de l'économie informelle et cela passe obligatoirement par des politiques intégrées d'accélération de l'économie informelle vers le formel. Nous observons la plus grande marge de travailleurs qui évoluent dans nos zones urbaines. Donc nous sommes vraiment honorés de cette visite de la plus haute autorité au niveau international pour notre zone. Vous savez, l'Organisation internationale du travail est cette structure qui travaille, qui défend pour une justice sociale. Sans justice sociale, il n'y a pas de paix sociale, il n'y a pas de développement durable dans ce monde. Donc vraiment, nous sommes honorés de cette visite. Nous ne pouvons que compter sur eux par rapport à l'élaboration de notre stratégie de développement du secteur informel dans sa phase de transition vers le formel. Le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso est un regroupement de plus d'1 millier d'associations professionnelles réparties dans les 13 régions du Burkina Faso. Il conçoit et met en œuvre des projets et des programmes en vue d'accompagner le processus de transition de ses membres vers l'économie formelle. Dans la journée de ce jeudi 27 mai, la salle de conférence de la mairie centrale de Ouagadougou a réuni les acteurs du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et les responsables des collectivités territoriales. Ensemble, ils ont tenté d'apporter des solutions à la prise en charge des matières transférées dans le domaine du tourisme. La rencontre a été présidée par Elisa Tiombiano, ministre en charge de ce secteur. Sanata Seri. Malgré les nombreuses initiatives entreprises par l'État burkinabé pour promouvoir le tourisme interne, le niveau de développement de ce secteur reste en deçà des attentes. Les ressources humaines et financières dans le domaine du tourisme et de la culture ont été transférées aux collectivités territoriales afin de les associer au processus de promotion. D'où la tenue de cette rencontre du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme avec les collectivités territoriales sur la prise en charge des matières transférées. C'est le lieu ici de mener des réflexions conjointes pour développer davantage le tourisme interne au Burkina Faso. Et nous devons repenser notre tourisme. Et c'est pour ça donc que nous avons tenu à nous associer avec les collectivités pour qu'ensemble nous puissions dégager des pistes qui puissent nous permettre de développer au moins le tourisme interne si déjà le tourisme externe, c'est-à-dire donc international, est un peu bloqué par la question sanitaire et sécuritaire. Et cela donc veut dire qu'il faut que nous travaillions en étroite collaboration avec les collectivités parce que dans chaque arrondissement, nous avons quelque chose d'attractif. Nous avons des hôtels, nous avons des sites qui peuvent permettre en tout cas à chacun donc à son niveau de développer et de faire en tout cas une publicité qui puisse amener les gens effectivement à venir soit dans son arrondissement, à visiter tel ou tel site, tel ou tel monument. Pour le président des associations des régions, Éric Temtoré,
Cette collaboration entre le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et les collectivités territoriales se veut un partenariat gagnant-gagnant. Il a par ailleurs salué la tenue de cette rencontre qui va leur permettre de faire des propositions pertinentes en matière de promotion du tourisme. Elle est la bienvenue parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, les collectivités, régions comme communes à travers leurs différentes fêtières ont toujours fait ce lobbying-là à ce que les transferts des ressources financières soient faits au niveau des collectivités pour que nous assumions nos prérogatives quant à la décentralisation. Nous allons gagner parce que ça va nous engranger des ressources, des revenus. Mais je crois que de l'autre côté, au niveau du ministère, ça va permettre à ce qu'il y ait une visibilité, puisque nous sommes les plus proches de ces sites-là. Voilà, imaginez-vous le ministère qui va quitter Ouaga pour aller gérer. C'est vrai qu'il y a les directions régionales ou provinciales, mais je crois que les collectivités sont les mieux à pouvoir gérer quotidiennement ces sites-là. Donc je crois que ce sera en tout cas un partage gagnant-gagnant. La présente rencontre a réuni les maires des communes et départements, les conseillers régionaux et les techniciens du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et la ministre Élise Thiombiano de les inviter à faire des suggestions appropriées afin de pallier les obstacles qui minent le secteur touristique burkinabé. Un espace de loisirs transformé en repère de gangs. Le jardin du Silsa, situé au quartier Gunga de Ouagadougou, reste une forte préoccupation pour les habitants du secteur. Et ce, parce que des personnes mal intentionnées en ont fait leur point de chute. Inquiètes, ces populations sont régulièrement victimes impuissantes de ces délinquants. À quand la fin du cauchemar qui dure déjà depuis plusieurs années? Les riverains que Maxime Jean-Eudes Bambara a rencontrés se posent aussi la même question. Situé en plein cœur du quartier Gunga de Ouagadougou, plus précisément au secteur 7, le jardin du Sils n'existe désormais que de nom. Pire, le nom de cet espace vert, censé être accueillant et un cadre de rafraîchissement, rime désormais pour les populations riveraines avec banditisme et agression. Bon, une fois j'ai été ici, ça me vient en mémoire, il y a un malvoyant qui était assis. Voilà. Entre-temps, j'ai constaté qu'il a commencé à pleurer. Et quand je l'ai demandé, il dit qu'il y a quelqu'un qui est passé, demandé son téléphone pour envoyer un message à quelqu'un. Et après, il n'a plus vu la personne. Donc apparemment, la personne a disparu avec le téléphone. Une fois, il y a une vieille qui partait au mess de 5h45. Ils l'ont pris son sac à main et fuir. Suite à ça, nous-mêmes, on a cherché à retrouver les mêmes gars. Bon, on ne les a pas vus. Mais ici, franchement, nous-mêmes, on souffre. Que ce soit la journée ou la nuit, on est obligé de faire sortir les gens là ici. Souvent, bon, ils viennent, c'est pas pour s'asseoir, causer, bon, c'est du n'importe quoi. En plus, une fois, on a chassé, il y avait un voleur même qui est rentré de l'autre côté, la cour voisine. On l'a chassé, il est rentré ici, on est rentré, on l'a cherché, on ne l'a pas vu. Donc franchement, le coin, il est très dangereux pour nous. Vraiment, réellement, quand le jardin est comme ça nous pose un problème parce que c'est délaissé complètement. Les gens utilisent ça pour aller se libérer. Même avant-hier, il y a eu ce constat-là ici. Il y a une personne qui est venue, il s'est libéré là-bas. Donc, ça fait... se libérer, c'est-à-dire c'est aller faire ses besoins là-bas. Donc pourtant, un jardin qui est dans un quartier, vu qu'il y a des toilettes, si tu ne peux pas demander dans une cour pour entrer, te libérer, et c'est entrer dans le jardin, vu qu'il n'y a pas de sécurité. Donc tout le monde fait ce qu'il veut. Même les sacrifices, ça peut se faire là-bas. Donc c'est un danger, surtout pour nos petits frères. Abandonné depuis plus de 5 ans par X pour raison de dysfonctionnement, selon des témoignages, ce jardin est aujourd'hui réduit à sa plus simple expression. La clôture détruite par endroits, des toilettes affaissées et hors d'usage, la devanture de la cuisine transformée en lieu de sieste, voilà le nouveau visage de ce qui était alors un maquis resto. Les plus courageux qui les fréquentent encore sont des élèves et étudiants à la recherche d'un cadre propice pour les révisions. L'insécurité qu'il y a ici, c'est les petits-enfants qui s'adonnent à la cigarette. Voilà, c'est ça qui rentre dans le cadre de l'insécurité. Quand je viens ici, quand même, quand je regarde les enfants, leur attitude, ça fait peur quand même un peu. Voilà, leur manière de s'amuser, leur manière de jouer, quand même, c'est inquiétant. Mais je sais que les enfants qui sont ici, voilà, ça peut arriver qu'il y ait des cas de violence quand même ici.
Ce qui m'emmène dans ce jardin, souvent quand je viens, c'est calme, c'est dans les soirées, là, souvent les élèves, les enfants du quartier là, viennent déranger un peu. Ah, bon, la nuit, des fois ici, tu passes ici, passe un peu. Des fois même, tu peux voir quelque chose que tu ne veux pas voir ici. Comme quoi? Comme femme et puis garçon qui, si c'est des grandes personnes même, ça vaut mieux des enfants de 14 ans, 15 ans, 16 ans qui font l'amour ici. Surtout la drogue. Par peur de subir des représailles, certains habitants du quartier préfèrent se confier en off. L'inquiétude se lit bien sur les visages et les populations appellent à la rescousse. On souhaiterait que le gouvernement, au lieu de passer leur temps à être dans les journées à parler des grèves, c'est là que ça commence. Parce que si on ne réduit pas ça, puisque c'est eux qui favorisent réellement la délinquance juvénile. Parce que s'ils ont commencé à stopper ces genres de coins-là, et puis le coin est sécurisé, donc tout le monde va savoir que non, il y a des coins qu'il faut faire ça, et puis il y a des coins qu'il ne doit pas faire ça. Ça ne donne pas une bonne image en tout cas. Le jardin, il fallait bien l'aménager pour le mettre en valeur. Et ça allait être plus productif que de le laisser comme ça. Et ça pourrait être un nid de bandits. Nous, on aimerait qu'ils prennent ça. Soit ils vont louer ça à quelqu'un qui pourrait gérer ça correctement pour faire partir les mauvais comportements. Ou bien, ils n'ont qu'à prendre ça et refaire un autre lieu par exemple un lieu de sport. Ou bien, ils n'ont qu'à faire ça une garderie pour que les petits-enfants profitent. Voilà. Sinon, comme ça, là, on est trop inquiets. La nuit, tu ne peux pas rentrer à 1h tardive. Bon, tu as peur parce que tu ne sais pas qui est là pour t'agresser, quoi. Le moins que l'on puisse dire est que ce jardin est à l'image de la plupart des jardins de Ouagadougou, dont la gestion incombe à la mairie. L'Association pour la fraternité ivoiro-burkinabé et le développement de la diaspora a choisi la ville Samo, localité où vivent plus de 15 000 Burkinabés sur les 30 000 dans la sous-préfecture de Bonoua pour le lancement de la 3e édition du tournoi de la fraternité. C'était dimanche dernier en présence du sous-préfet de la localité et du directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, parrain de la dite activité. Correspondance de Nyamba Kabri. Le tournoi de la fraternité ivoiro-burkinabé à l'actif du ministre Aruna Kabore a repris son envol ce week-end à Samo, sous-préfecture de Bonoua, pour sa 3e édition après avoir marqué un arrêt l'année dernière pour cause de la Covid-19. Il fallait que nous relancions en tout cas ce tournoi qui a souffert du Covid-19 et nous n'avons pas pu tenir la 3e édition en 2020. Et Dieu merci, Dieu faisant, nous sommes à Samo pour le lancement de la 3e édition. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « l'œil regarde là où il ne veut pas, mais le pied ne déplace jamais aller là où il ne veut pas ». Donc c'est une marque de considération, nous sommes fiers, nous disons merci aux organisateurs. Le football comme prétexte pour promouvoir des valeurs humaines telles la cohésion sociale et l'intégration selon les participants. Je ne peux que dire merci au ministre Aruna Kabore qui contribue largement à la cohésion sociale, à permettre quand même à ce que les deux pays qui sont liés par l'histoire, et enfin qu'à travers ces genres d'initiatives, on vient communier ensemble. Des valeurs qui riment avec celles du travail et de la sagesse reconnues au Burkinabé de la localité. Nos frères burkinabés sont venus trouver ici, c'est des travailleurs. Donc ici on travaille beaucoup. C'est où on travaille qu'on a besoin des hommes. On a besoin des travailleurs. Donc nous tous nous avons travaillé ensemble. Vous voyez ces immeubles qui sont là, à partir au Burkinabé. Donc cela, il y a l'attente. Mais un peuple qui ne travaille pas, il ne peut pas s'entendre. Le climat est excellent. Voyez-vous, nous venons d'une certaine turbulence politique et il y a eu quelques affrontements à Bonoua, mais Samo s'est illustré de façon exemplaire. À aucun moment, il ne m'a été signalé des provocations ou des heurts entre les différentes communautés vivant ici. Et cela est à l'honneur du peuple burkinabé qui a su se comporter de façon sage. Le représentant du parrain s'est satisfait de l'opportunité de l'initiative et du choix de la ville de Samo pour la relance.
Les 2 premières éditions ont donné raison à son initiateur qu'effectivement la jeunesse avait besoin de prouver qu'elle vit en parfaite intelligence. Je parle de la jeunesse burkinabé, la jeunesse ivoirienne. Et aujourd'hui, le choix a été porté sur Samo, qui est une localité qui traduit parfaitement ce vivre ensemble entre les communautés. Le tournoi qui se poursuit dans 16 villes de la Côte d'Ivoire a enregistré la victoire de l'équipe de Samo sur celle de Marcory en match d'ouverture par le score de 2-1. La finale est prévue en juillet. C'est la fin de cette édition. Je vous laisse découvrir la photographie de l'entrée principale du village artisanal de Ouagadougou. Cette bâtisse est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et le Grand-Duché de Luxembourg. Le VA de Ouagadougou a été inauguré le 28 octobre de l'an 2000 et se loge dans l'enceinte du CIAO. Je vous retrouve demain à la même heure, Dieu voulant. Bonsoir.